Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts par rapport au centre de formation de Perpignan. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Sébastien Argelès du centre de formation de l'IFC. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Je suis ravi de te recevoir. Petit disclaimer, Sébastien est actuellement donc avec l'IFC, est un centre de formation avec lequel moi-même personnellement je travaille. Donc Sébastien, merci d'avoir accepté cette interview pour notre podcast. L'idée de base, c'est que je te pose différentes questions par rapport à l'IFC de Perpignan spécifiquement, l'IFC Group si jamais tu as envie de répondre par rapport au groupe. Et au final, nous allons ensemble découvrir un petit peu l'IFC et faire découvrir aux auditeurs ce que vous pouvez vous proposer. Est-ce que ça te va ? C'est parti. Super. Bien, alors ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à devenir le directeur de l'IFC ? Alors, je suis Sébastien Argelès, j'ai 44 ans, je viens de la banque et de l'assurance initialement, j'ai fait des études de droit, un master en secteur financier. J'ai travaillé aussi donc en banque, en immobilier, en gestion de patrimoine et à partir de mes 25 ans, j'ai toujours donné des cours à côté de mes différents métiers. Et quand je suis arrivé dans la région, je travaillais à l'IFC de Perpignan et dans un autre centre de formation. Et c'est en discutant avec la directrice à l'époque de l'IFC, on parlait de la poursuite de ma carrière et c'est elle qui m'a proposé de prendre sa succession. Ok, super. C'était en 2020, juste à la sortie du Covid. La meilleure année du coup pour pouvoir reprendre un centre de formation. C'est très particulier. Ok, est-ce que tu peux nous présenter du coup le centre de formation de Perpignan donc, et puis l'histoire de l'IFC peut-être en général ? Alors, l'IFC a été créé en 1990, notre siège social est à Avignon. Si je fais un focus sur Perpignan, on existe depuis 1996, avec au départ forcément une offre de formation assez réduite. Aujourd'hui, on est présent du Bac+2 au Bac+5, pratiquement sur tout le tertiaire, la comptabilité, la communication, le commerce, le marketing. On va sur le notariat, l'assurance, je vais en oublier c'est sûr, les RH, l'immobilier et la comptabilité où on est le seul centre à aller jusqu'à l'expertise comptable et jusqu'au DSCG. Donc le DSCG c'est le niveau master du comptable. C'est ça. Ça permet d'être expert comptable, ça ? Alors non, après, il faut aller jusqu'au DEC, il faut pousser un petit peu plus loin, mais sur la partie études pure, on va dire, c'est le plus haut niveau. Ok. Toi, tu avais intégré l'IFC vers quelle année à peu près ? Alors moi, j'ai intégré l'IFC en 2016 en tant que formateur. Donc j'ai fait 4 ans formateur, et là, depuis 4 ans, je suis passé du côté plus administratif et direction. À l'époque, tu faisais quelle formation en tant que formateur ? Alors, j'étais sur les formations de gestion, de droit, d'économie, donc un panel assez large, un petit peu de commerce, mais vraiment principalement tout ce qui tournait autour de la gestion et du chiffre. D'accord, ok, formidable. Formidable matière. Très très fun. Toujours féru de chiffres, nos chers étudiants. Donc, là, aujourd'hui, en tant que directeur de l'IFC, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement quelles sont ta mission et comment se composent tes équipes ? Alors, nous sommes aujourd'hui 8, donc 7 administratifs et moi-même. La particularité à l'IFC, c'est que tous les administratifs sont pilotes de formation, c'est-à-dire qu'ils sont référents et qu'ils s'occupent entièrement des classes qui leur sont dédiées. Ça veut dire qu'ils accompagnent les élèves depuis l'entretien où on les sélectionne et où ils nous sélectionnent aussi, qui dure 1 heure, jusqu'à la validation du CV et le positionnement en entreprise. Donc il y a vraiment un suivi et puis il y a un contact avec les élèves qui est assez privilégié puisqu'on est vraiment présent de leur inscription jusqu'à la remise de diplôme, une fois que tout s'est bien passé, qu'ils ont fini leur cursus. À côté de ça, on a une 60aine de formateurs, principalement des professionnels qui exercent à côté leur métier et qui viennent donner des cours. C'est très cohérent avec notre approche qui est liée essentiellement à l'alternance. Donc on a des formateurs aussi qui sont capables de faire le lien entre la pratique et la théorie.
Et nous avons aujourd'hui environ 450 élèves. Pour toi, que représente l'IFC? Quelles vont être les valeurs en fait, qui peuvent être moteurs au sein de l'école? Alors, moi j'en citerai 3. La proximité, parce qu'on y tient et que c'est l'identité de l'école. On est une école à taille humaine et on le reste, même si on a pas mal grossi, mais on connaît tous les élèves et on a une relation, je l'espère, est assez proche d'eux et de leur vécu en entreprise, des liens qu'on peut avoir même après l'école pour les suivre. Donc la proximité, le professionnalisme aussi, puisqu'on est à 90%, nos élèves sont en alternance, donc il y a cette rigueur aussi d'essayer d'être aussi pro à l'école qu'ils le sont en entreprise, et de refléter ça au travers de leur tenue, du respect des horaires. Donc on va être assez exigeant là-dessus, essayer de maintenir un cadre. Et ensuite, je l'espère aussi, la bonne humeur et prendre du plaisir à venir, même si tous les cours sont pas fun et que des fois c'est compliqué, qu'il peut y avoir des interros, mais le but c'est quand même de garder une bonne expérience globale du passage à l'IFC. Ok, tu me parlais de proximité, mais est-ce que du coup tu as des exemples, notamment d'anciens, sur des relations continues par rapport à d'anciens élèves au niveau par rapport à l'IFC? Alors il y a un lien que je trouve assez particulier avec l'IFC, c'est que si on reprend l'équipe des administratifs par exemple, on est 8 et on est 7 sur les 8 à avoir travaillé avant en tant que formateur ou avoir été élève de l'IFC. C'est pas une secte, mais on a quand même ce lien privilégié. C'est la même chose au niveau des formateurs. On a une dizaine de formateurs qui sont issus de nos rangs et qui, après avoir commencé à travailler, reviennent pour enseigner chez nous. Donc il y a ce lien avec l'école qui ne se perd pas. Et puis, on essaie de mettre en place là, on va relancer notamment le lien avec les anciens via des apéros et des événements qui vont leur être dédiés sur l'année. Les apéros sont toujours moteurs de liens. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que on avait vu, tu m'avais raconté avant l'interview, sur un certain nombre d'élèves qui recommandaient l'IFC pour les alternants, que leur entreprise, d'anciens élèves, qui recommandaient l'IFC pour les alternants, pour leurs nouvelles entreprises. C'est notre principal canal d'acquisition, entre guillemets, c'est la recommandation. C'est-à-dire les élèves qui sont passés chez nous et qui vont recommander à d'autres élèves ou à d'autres jeunes de venir. Si je prends les dernières statistiques, on est à plus de 90% de recommandations via les questionnaires qu'on fait en qualité. Ok. Comment est-ce que vous choisissez au sein de l'IFC les cursus, les formations que vous allez dispenser? Alors, entre nos formateurs qui sont des professionnels, les entreprises avec lesquelles nous travaillons via l'alternance, on est quand même assez au courant des évolutions et des tendances du marché, des demandes que nous font les entreprises. On travaille avec un peu plus de 300 entreprises, donc on est à leur écoute. On a notamment, que ce soit Marc ou Manon, qui sont notre responsable relations entreprise, notre chargé d'apprentissage qui va passer en entreprise au moins une fois, voire 2 fois dans l'année pour s'assurer que les missions données aux alternants sont bien en cohérence avec le cursus de formation. Donc, les échanges sont fréquents avec les entreprises, ça nous permet d'être assez réactifs sur les évolutions de marché et de s'adapter aux besoins des entreprises. Ok. Vous êtes régulièrement en contact direct, même grâce à vos chargés de relations entreprises, justement avec les différents besoins, et vous pouvez même ajuster au fur et à mesure du temps, j'imagine. Oui. On est en capacité de s'adapter. On a gardé cet avantage d'avoir une petite structure, c'est-à-dire qu'on essaie d'être agile et de s'adapter assez vite au marché. On ne va pas mettre 10 ans à ouvrir une formation s'il y a un besoin et que, évidemment, on a un souci de rentabilité puisqu'on a un modèle économique, on reste une école privée, mais on est capable d'être très réactif pour ouvrir une formation. C'est une bonne chose. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as une idée, grosso modo, en fait, du taux de placement ou d'insertion
après l'obtention du diplôme de vos élèves? Alors oui, on fait des enquêtes auprès des élèves parce que c'est important pour nous, pour les certificateurs avec qui on travaille, qui délivrent les diplômes. On a un taux de placement qui est à peu près à 80% dans les 6 mois après la formation. 80%? Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais ce que ça représente par rapport je sais pas, à la moyenne des écoles ou quelque chose, ou pas du tout? Ça nous met dans le haut du panier plutôt. D'accord, ok. Est-ce que vous proposez, ou quel service vous proposez à vos alternants pour les accompagner, justement pour trouver un employeur, une alternance? Alors si je reprends tout notre process d'admission, à partir du moment où on reçoit un futur élève en entretien, donc c'est un entretien d'1 heure pendant lequel on va s'assurer que son projet est bien en cohérence avec la formation qu'il a choisie chez nous. À l'issue de cet entretien, on aura validé aussi son CV et on va proposer, nous, ce CV à nos entreprises partenaires. Après, je ne vais pas te mentir aussi, l'important du travail sur cet aspect-là, il vient de l'élève et de sa motivation. On ne peut jamais garantir qu'on va trouver une alternance à un élève. On va simplement pouvoir lui assurer qu'on aura positionné son CV, qu'on l'aura proposé peut-être une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Après, c'est à lui à se démarquer, c'est à lui à faire l'essentiel aussi lors de l'entretien. On oublie, mais souvent, ils sont en concurrence entre eux. Et Oui. il faut être bon sur les entretiens aussi. Donc, on fait le maximum pour essayer de les placer, mais l'essentiel du travail leur revient aussi. Ils peuvent commencer l'école s'ils n'ont pas trouvé d'alternance? Oui, on a ce modèle-là qui est assez souple, où on a 2 types d'élèves. On a les élèves qui vont arriver, qui vont choisir l'alternance, qui vont être uniquement en alternance depuis le début. On a des élèves qui vont être aussi en format, nous on appelle ça déclic, c'est-à-dire qu'ils vont payer eux-mêmes la formation, faire des stages. Certains préfèrent, c'est rare, mais certains le choisissent. Et on peut aussi commencer la formation en étant en déclic et basculer dès qu'on trouve une entreprise qui nous accepte en alternance. Donc on a cette possibilité de changer quasiment n'importe quand dans l'année et de basculer en alternance ou de revenir en déclic si jamais l'alternance n'a pas fonctionné ou que ça n'a pas plu. Et du coup, si vous avez un élève qui commence en alternance, est-ce que vous avez des dispositifs particuliers, enfin qui commence entre guillemets l'école, pardon, sans alternance, est-ce que vous avez des dispositifs ou est-ce que vous mettez en place quelque chose par rapport à ces élèves-là pour essayer de les aider? Alors, comme je disais au départ, on fait le maximum une fois qu'on a le CV pour le positionner. C'est le travail de notre responsable relations entreprise et de tous les pilotes de formation d'essayer de répondre avec les CV qu'on a sur les offres de nos entreprises partenaires. Mais on a mis aussi en place depuis 2 ans des séances de coaching. Cette année, on a vraiment poussé un petit peu plus loin puisqu'on a offert les 3 premiers mois de formation à tous les élèves qui n'avaient pas trouvé d'entreprise. Et pendant ces 3 mois, ils ont eu 2 entretiens de formation avec un coach pour les aider à peut-être mieux présenter leurs qualités et aborder les choses d'une autre façon, ou se rassurer aussi, parce que des fois ils partent du principe qu'ils ne vont pas trouver parce qu'ils ont eu quelques échecs sur les premières recherches. Donc on a ce travail-là, des fois de travailler avec eux juste sur leur motivation ou leur capacité à se mettre en avant, à se présenter. Après, pour les avoir vus, du coup, comme tu disais, effectivement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui a besoin juste de 2-3 petites choses pour les aider et qui sont parfois délicats à pouvoir amener, mais une fois qu'ils ont mis le doigt dessus, ça y est, c'est parti et ils décrochent des entretiens qu'ils n'avaient pas avant. Ça peut être le CV, la lettre de motivation ou des fois, il y en a qui sont très bons dans tout, qui ont toutes les compétences, mais le jour de l'entretien, c'est mort. C'est pour ça, les séances de coaching, là, ça nous a permis quand même d'aider alors, on en avait 60, 80 qui étaient positionnés dessus, mais il y en a une trentaine qui, grâce à ces séances, a pu trouver une entreprise et commencer l'alternance un peu en décalé par rapport à la rentrée, mais ils avaient déjà entamé des cours, donc c'était pas très gênant. Est-ce que tu peux m'expliquer ou me raconter comment est-ce que, au sein du centre, vous abordez tout ce qui va concerner la diversité ou l'inclusion? Est-ce que vous avez des dispositifs en place? Sur la diversité, c'est un peu dans notre essence même, de par le fonctionnement de l'école et l'ouverture qu'on a entre le déclic, la formation en alternance, ça permet quand même d'assurer aussi une égalité des chances entre tout type de candidat qui vient chez nous, puisque quand on est en alternance, la formation va être rémunérée la formation va être financée par les OPCO
des entreprises dans lesquelles les élèves sont alternants. En même temps, ils vont être payés, donc ça leur permet de prendre leur indépendance. Et depuis le départ, on a cette capacité à aider, quelles que soient les origines ou le statut, et d'essayer d'ouvrir au maximum les formations. Pour tout ce qui concerne le handicap, on a mis en place dans chaque centre IFC un référent handicap qui va s'assurer qu'on ajuste ou qu'on met en place tout ce qui doit être fait en fonction des handicaps de chacun. Ça peut être des tiers-temps sur les épreuves, ça peut être améliorer le poste de travail, facile à obtenir ça peut être une chaise un peu différente aussi pour certains qui ont des problèmes de dos. Ça va être aussi un accompagnement lors des épreuves, la reformulation des questions. Voilà, tout ce qui va être possible, on va le faire, et on va accompagner les élèves sur toute leur scolarité en mettant en place le maximum d'aide possible pour ne pas les laisser sur le bord du chemin. Ouais, et vous accompagnez leur prise en charge justement par rapport à leurs problématiques. Exactement. On essaie aussi de se faire le relais de ces problématiques-là auprès des entreprises, où ils sont pour certains alternants, et de trouver des solutions qui conviennent des deux côtés, côté pro et côté études. Okay. Là, on va aborder une question, moi, qui me tient personnellement à cœur, en tant que formateur, justement. Dans mon parcours et dans mon quotidien, j'entends souvent les vieux, mais je m'inclus dans les vieux, fustiger les nouvelles générations. Est-ce que ça, c'est quelque chose quand même qui est relativement délicat dans le milieu de la formation, en tout cas à l'IFC, on va travailler spécifiquement avec des jeunes, la grande majorité a moins de 25 ans. Comment est-ce que l'IFC va faire face à ce défi, justement, du fossé des générations ou plus communément du jeunisme? Alors, c'est une des vraies problématiques qu'on doit régler ou qu'on doit essayer de régler. On doit faire ce grand écart, entre guillemets, entre d'un côté l'acquisition de compétences, alors via les formations, tous les blocs de compétences qu'on peut retrouver sur toutes nos formations, et de l'autre côté, aider aussi les nouvelles générations à garder ce qui fait leur spécificité. Et ce qui va être apprécié aussi en entreprise, ils vont amener un œil neuf sur certaines pratiques, ils vont permettre, quand on leur laisse la chance de le faire, de repenser ou de proposer des points de vue différents. Je pense que tout le monde peut être gagnant de ce point de vue-là. La difficulté qu'on a, nous, c'est donc ça, c'est d'allier le côté théorique un petit peu et cet apprentissage qui doit être fait. Il y a un socle commun, il y a des choses, des valeurs qui doivent être apprises et respectées de tous. Et de l'autre côté, leur permettre de garder ce qui va être leur plus-value, c'est leur œil neuf et puis leur capacité à parler aux nouvelles générations et à amener les entreprises à repenser un petit peu leur modèle. Oui, on est vraiment, alors je pense, là comme ça, le fait de parler de ça, je pense souvent à tout ce qui va concerner la communication digitale, où il y a beaucoup d'entreprises de taille moyenne et plus qui sont tout à fait conscientes de ce genre de choses, mais les petites entreprises, beaucoup moins, et se disent « non, mais c'est pas pour moi » et tout ça. Et c'est vrai que souvent, les jeunes alternants, vu qu'eux, ils sont nés dans cette communication digitale, amènent beaucoup cette prise de conscience de la part des entreprises, et du coup, devient une vraie plus-value. Ok, parlons un peu avenir / développement ou idée. Comment tu vois le futur par rapport à l'IFC Perpignan? Alors la complexité pour nous, c'est de garder cette proximité, mais aussi de proposer, d'éviter de devenir, ce qu'on ne sera pas, mais une usine entre guillemets, donc d'avoir une individualisation des parcours de plus en plus poussée, d'être en capacité d'aider chacun à développer les compétences qu'il souhaite développer chez nous, et de venir peut-être chercher uniquement un bloc de compétences ou quelque chose qui va lui servir en entreprise. On développe beaucoup ça sur les reconversions qu'on a, et de plus en plus on est en capacité, et on le sera encore plus à l'avenir, d'individualiser les parcours pour que chacun s'y retrouve et puisse venir ou revenir à l'IFC un petit peu plus tard pour se perfectionner ou faire évoluer ses compétences sur tel ou tel point. Et tu crois que l'évolution de ces blocs de compétences viendrait principalement des apprenants, enfin des futurs apprenants, ou plus des entreprises? Les deux. C'est même une volonté des
du législateur, des certificateurs derrière, de faire évoluer toutes les formations vers des blocs individualisés. Ouais. On parle beaucoup plus maintenant de compétences qu'avant. Et puis, c'est quelque chose qui est cohérent avec les parcours aujourd'hui, des apprenants qu'on a, nous, mais leur parcours professionnel, où ils ne vont pas rester dans la même entreprise vraisemblablement toute leur carrière. Ils vont beaucoup évoluer, donc ils vont venir ponctuellement chercher des points d'expertise chez nous ou ailleurs, mais sur des individualisations de parcours. Alors pour faire de la formation professionnelle auprès de reconversion professionnelle notamment, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont acquis un certain nombre de compétences au cours de leur carrière, qui veulent récupérer et qui veulent passer un diplôme pour cette reconversion, mais qui peuvent très bien avoir un certain nombre de blocs de compétences et qui ne nécessitent qu'un faible montant de compétences pour pouvoir obtenir le diplôme. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, on va plutôt mettre en valeur la compétence et plus le bac+2, bac+5 qui peut être attendu, ou en tout cas qui est vu souvent de la part des apprenants. On va, nous, vers ça aussi, beaucoup plus de VAE, beaucoup plus de VAPP, enfin toute cette... C'est quoi VAE, VAPP ? Alors, c'est toute la validation de l'acquis en entreprise pour les professionnels qui reviennent se former. En fait, on va les aider à concrétiser ça avec un diplôme qui reflète leur pratique sur le terrain. Okay. Si demain, j'ai un jeune qui vient me voir et qui me dit « Ah tiens, l'IFC, ça m'intéresse, j'aimerais bien y aller après le bac ». Alors, je dis ça dans le cadre de l'interview, mais dans la réalité, ça m'est réellement arrivé. Si tu avais des conseils à lui donner, toi, en tant que directeur de l'IFC Perpignan, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? De venir. Nous, la porte est toujours ouverte. On a cette souplesse où on peut adapter les parcours, on peut permettre aussi, dans la mesure du possible, mais de faire évoluer ses compétences, de partir sur un BTS, de finir sur un master qui des fois est un peu différent. Donc, en travaillant, c'est faisable. Il s'y retrouvera dans la proximité qu'on amène, qui permet de personnaliser vraiment le parcours, la bonne ambiance, tout ce qu'on met en place à côté des cours. Tu as de la transversalité au niveau des parcours. Tu peux commencer un BTS, donc avoir un BTS dans quelque chose et puis faire un bachelor dans autre chose. Ça se fait, ça ? Ça se fait, on le voit pas mal sur les... Alors bien sûr, il y a des filières comme la comptabilité qui restent assez dédiées aux chiffres et on va avoir du mal à sortir, sauf sur des métiers de manager après, peut-être à avoir une ouverture, sur des métiers de directeur administratif et financier notamment. Mais sinon, on a quand même cette faculté à pouvoir évoluer, à partir sur un format un peu commercial et peut-être à se dire que finalement, sur le bac+3, on veut aller voir sur du RH et peut-être finir sur un master RH, tout en ayant eu sur les premiers temps de parcours une connaissance des métiers commerciaux qui va être un plus. Après, une fois qu'on sera devenu assistant en ressources humaines, parce qu'on connaîtra aussi les métiers sur lesquels on va recruter. Donc ça peut être intéressant. Ok. Écoute, Sébastien, merci. C'était très intéressant et je te remercie d'être mon premier cobaye pour ce podcast. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs, quelque chose qui pourrait les éclairer ou juste leur dire bonjour? Non, j'insisterai juste sur l'expérience à l'IFC qui, je l'espère, au niveau global est intéressante. Il y a à la fois la partie cours, mais j'insiste sur le reste. Il y a la constitution d'un réseau, c'est les futurs... les élèves entre eux forment les générations de demain. Ils seront demain en relation entre eux au niveau professionnel. Il y a tout un réseau autour de nous. On existe depuis un moment. Donc il y a pas mal de choses à faire avec nous et je pense qu'on peut bien s'amuser à l'IFC. Bon, écoute, en tout cas, moi je m'y amuse bien. C'est l'essentiel. Je te remercie Sébastien, je vous remercie de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés en fonction du support. Retrouvez-nous donc sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci et bonne journée. Au revoir Sébastien. Au revoir David, merci.